Alors, bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. Je suis en réunion, interview Zoom avec Margot Vaz-Pinto, médiatrice. Et donc, je suis très, très heureuse de vous la présenter et je vais vous expliquer un petit peu l'objet de cette rencontre qu'on va diffuser dans nos réseaux, qui est née d'une impulsion du faire ensemble, du vivre ensemble. Moi, je suis Salima Aïssani, Anna de Caen. Je suis présidente de l'association Éveil Essence et aujourd'hui engagée dans le vivre ensemble en paix. Et suite à des rencontres avec la célébration de la journée onusienne qui est votée tous les 16 mai, que Margot connaît également, qui est une journée pour le vivre ensemble en paix. Voilà, les objectifs d'être en lien avec soi, avec l'autre et avec son entourage dans un mieux vivre passe pour moi par un processus qui est pas seulement des mots, mais vraiment une action. Et on se rend compte quand on le vit que ce passage à le faire ensemble, c'est pas si évident que ça. Et comment est née pour moi cette envie de rencontrer Margot à travers des réseaux sociaux. euh, C'était un coup de cœur sur sa page, il faut le dire. Et il y a un an et demi maintenant, à Murcia, qui était le colloque international de l'ONG, Aïssa ONG, où j'ai participé donc à ce colloque du Vivre ensemble en paix, organisé par cette ONG, où il y avait donc le fondateur de la journée du Vivre ensemble en paix. Et il y a été question à un moment, donc dans cette rencontre qui était culturelle, aussi organisée pour des jeunes en formation, il a été question de la médiation. Et c'était que j'entendais ce terme avec une femme, Michelle Olfung, qui a témoigné de ce que c'est qu'un médiateur. Et j'ai voulu en savoir plus parce que pour moi, donc cette rencontre interactive, cette manière de faciliter le dialogue de manière éthique m'a semblé essentielle si on veut être un porteur de paix et surtout de le mettre en pratique. Donc voilà, moi, comment je suis arrivée à ces questions en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette communication éthique? Comment elle se gère? Comment elle nous est utile dans les conflits aujourd'hui, dans notre monde actuel qui est quand même secoué dans une transition à plusieurs niveaux, privé, professionnel, sociétal, écologique, économique, euh, où on voit exploser des feux de tension un peu partout. Le Covid a été une épreuve majeure qui a montré toute la fragilité locale, nationale et des interdépendances internationales aussi. Et comment on fait donc pour faire appel à un médiateur? C'est comme ça que je me suis tournée vers toi aujourd'hui, Margot. Et donc, je vais maintenant te laisser la parole pour que, après avoir rappelé un petit peu ce contexte qui m'a menée à une action en tant que militante citoyenne, je peux me définir comme ça, je suis une militante porteuse de projets, porteuse d'envie de m'engager vers cette nouvelle culture internationale universelle de paix et basée sur des rapports humains responsables, constructifs, que ce soit autant basé sur mon rapport à moi-même, dans ce que je peux ne pas subir de cette société qui, nous, qui nous écrase souvent dans un système pyramidal où on se sent impuissant. Et j'ai réalisé qu'on peut apprendre à faire à son échelle et comment cette rencontre avec l'altérité est très complexe.
et me renvoie toujours à ce miroir de mes propres limites. Et c'est pas toujours évident quand on est à l'intérieur, déjà avec soi-même, mais aussi à l'intérieur d'un groupe, de voir les différents enjeux. On en a parlé un petit peu en préparation, Margot, de cette réunion. Et donc, si tu peux nous en dire plus, voilà, pour finir face à cette présentation de mon côté. D'accord. Moi, je me définirais comme toi, hein, Salima, vraiment comme une citoyenne aussi actrice et qui a envie d'agir à son niveau. Et la médiation, ça va agir à plusieurs niveaux, mais d'abord, il va falloir commencer par soi, c'est-à-dire faire médiation avec soi, à l'intérieur de soi, avec toutes les parties qu'on a de soi. Accepter aussi nos paradoxes, les comprendre et comprendre son fonctionnement. À partir du moment, et on le voit hein, avec tout le développement personnel qui plaît de plus en plus, c'est très bien parce que plus on va apprendre à se connaître, plus on va avoir une relation facilitée avec les autres. Mais pas que, on ne peut pas juste apprendre à se connaître parce qu'on est des êtres de relation. On se construit par rapport à l'autre et il faut comprendre dans ce mécanisme comment on fonctionne avec l'autre. Et ça, c'est la médiation. La médiation, c'est pas que la communication, c'est la relation. L'art d'être en relation avec les autres. Et les autres, ça englobe le tout. Hein. Ça englobe aussi les animaux et aussi la faune, aussi la flore, le monde, notre planète en fait. Quel rapport on a aux autres? Est-ce qu'on a un rapport de domination ou est-ce qu'on a un rapport de coopération? À partir du moment où tu es en paix avec toi-même, tu seras beaucoup plus en paix avec les autres automatiquement et avec le monde qui t'entoure. Et c'est ça. Donc, faire médiation au sein de soi, c'est aussi véhiculer cet esprit de paix aussi à l'extérieur. La médiation, principalement, à l'heure actuelle, est connue comme un système de résolution non violente des conflits. On le voit vraiment comme ça. Alors que ça peut être Ça carrément coupe une un petit peu là. philosophie. Tu peux répéter Tu m'as pas entendu? Où est-ce que ça a coupé? pour Que je les répète? auditeurs? À quel moment veux-tu que je répète? Là, juste la dernière phrase, je pense Ok. que ça a coupé, qu'on puisse bien. Je disais que la médiation à l'heure actuelle dans notre société, elle est connue uniquement, pour l'instant, hein, principalement comme un processus non violent de résolution des conflits. Mais ça peut carrément devenir une philosophie de vie parce que c'est la recherche de la paix. Et chaque personne, en fait, recherche la paix. Dans toutes nos actions, même quand on a des actions violentes, en fait, on recherche une paix intérieure. Quand on essaie de se venger, ça peut être violent, mais c'est uniquement pour satisfaire notre paix intérieure. Donc en fait, on est tous dans cette quête de paix. Après, il y a des moyens non violents pour y parvenir et d'autres moyens plus violents. À chaque fois qu'on utilisera un moyen violent, on engendrera de la haine et de la violence en retour. Et à chaque fois qu'on utilisera la paix, on fera se propager la paix. Donc voilà, c'est plutôt un choix de vie. C'est pas évident, hein, c'est pas. Voilà. Après, dans le mode de la médiation comme un processus de résolution des conflits, c'est un processus qui est vraiment très différent de la justice actuelle parce que ça englobe, elle repose sur 4 piliers. Donc, la liberté, la responsabilité, l'altérité et la coopération. Liberté, c'est liberté d'entrer au processus de médiation, liberté d'arrêter à n'importe quel moment le processus de médiation aussi. La responsabilité, c'est-à-dire que c'est les personnes qui vont décider d'entrer dans le processus, qui vont travailler pour trouver la solution. Le médiateur ne sera pas là comme un juge pour imposer une solution, ne sera pas là comme un avocat pour donner des conseils, il sera là juste pour accompagner le dialogue, faire accoucher la solution, mais pas du tout un peu comme une femme qui accouche, le médecin ne peut rien faire, c'est à elle de pousser, c'est à elle de travailler. Là, c'est pareil en médiation, c'est au médier de travailler. Donc, c'est vraiment une prise de responsabilité. Dans notre société à l'heure actuelle, on n'a pas l'habitude d'avoir cette prise de responsabilité. On va très souvent demander à quelqu'un au-dessus entre guillemets, de nous trouver la solution. On va aller voir nos parents, on va aller voir le professeur, on va aller voir le juge, on va aller voir le chef d'État en leur demandant de trouver la solution. En médiation, c'est autre chose. C'est à nous de trouver la solution et on en est capable. La solution qui est bonne pour une personne n'est pas forcément bonne pour nous. Donc, tous les conseils, c'est très gentil, c'est très agréable, mais ça nous retarde sur notre chemin vers la solution qui est bonne pour nous. Voilà.
Ça part toujours d'un bon sentiment, je critique pas. Après, je reviens sur le troisième pilier qui est l'altérité. L'altérité, ça va être de rencontrer l'autre et de voir sa différence et de reconnaître sa différence et de voir que cette différence peut nous enrichir. Et le dernier point, la coopération, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver ensemble une solution qui satisfasse les deux. Contrairement à la justice actuelle qui fait un faux gagnant et un perdant, la médiation, elle fait deux gagnants. Et la solution sera forcément plus pérenne et plus durable dans le temps parce qu'elle satisfera les deux. Oui, et en effet, ce processus, donc là, on a parlé beaucoup de la démarche éthique de quelqu'un qui fait appel au médiateur. Et je me souviens ensemble qu'on a aussi insisté sur le fait que le médiateur est un tiers extérieur pour permettre justement cet accouchement. C'est ça, cette prise de recul aussi. Dans une relation, il y a très souvent de l'affect et c'est ça aussi qui crée de l'émotion et qui crée des blocages relationnels de temps en temps. Le médiateur, lui, il vient comme une personne extérieure qui nous permet d'avoir du recul sur la situation et qui va nous aider justement à avoir cette prise de recul. Il y a des processus où le médiateur est interne et je trouve que c'est un peu moins puissant que le processus quand le médiateur est externe. Puissant dans quel sens? Moins efficient? Oui, c'est ça. Parce que la neutralité est plus difficile à avoir ou... C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que la neutralité et l'impartialité ou la multipartialité, c'est-à-dire ne pas donner raison à l'un plus qu'à l'autre, quand on connaît la personne, c'est très très difficile de ne pas avoir cette neutralité, cette multipartialité. Quand on est quelqu'un de tiers et d'extérieur et qu'on ne connaît vraiment personne et on ne connaît même pas la situation, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette posture de tiers extérieur. Quand on est à l'intérieur, qu'on connaît les gens, c'est beaucoup plus dur. Mais par expérience, je peux confirmer que ça ne marche pas quand on connaît les gens. J'ai même essayé, au début j'y croyais pas trop, j'ai essayé avec des personnes que je connaissais mais très très peu en me disant mais non, je la connais juste de vue, je la connais juste comme ça, on a échangé 2-3 bonjours et ça fonctionne pas. Oui, à ce moment-là, il faut mieux être dans cette posture de médiation avec soi-même. Si on est au sein d'un collectif, peut-être utiliser ce processus parce que j'en viens à ma question, à qui s'adresse ta profession de médiation? Tu m'avais parlé que ça peut être autant dans un groupe qu'à une seule personne. Oui, c'est ça. La plupart des blocages relationnels ou des conflits naissent à l'intérieur de soi. Donc, il y a le premier conflit, ça peut être vraiment entre l'éducation qu'on a reçue et ses aspirations, mais ça peut être aussi avec les autres. On pense toujours que conflit, ça va être avec les autres à l'extérieur, mais très souvent, ça commence déjà à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être, c'est ça. Le premier travail de médiation, ça va être la première raison pour faire appel à un médiateur, ça va être un blocage interne. On sent qu'il y a quelque chose qui passe pas, on sent qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à éclaircir, mais sans forcément être en relation avec quelqu'un d'autre. Après, ça peut être juste avec une autre personne, dans un couple, au travail, avec un associé, avec un partenaire. Ça peut être après en groupe, avec une association, un groupe de travail, un service dans une entreprise. Et puis, pourquoi pas après entre pays. Oui, c'est ça. Et du coup, comment toi, tu es venue à désirer pratiquer la médiation? Je pense que, personnellement, c'est une pensée. Je pense qu'on choisit ses métiers en fonction des besoins d'évolution aussi de notre personne. Et j'avais un grand besoin de justice. J'ai fait 20 ans dans un cabinet d'avocats et maintenant j'ai vraiment besoin de relations et je fais de la médiation. Après, le déclic, ça a été vraiment de voir une procédure au cabinet qui bloquait depuis plus de 20 ans et dont chaque partie se déchirait depuis plus de 20 ans à s'envoyer argument contre argument, à se détester de plus en plus. Et nous, au cabinet, on faisait le jeu de ça. Donc, c'était un peu désagréable d'entretenir la haine depuis 20 ans entre deux personnes, entre deux clans, et de voir qu'avec une médiation, ça pouvait se résoudre. Mais ça a été, voilà. Parce qu'en droit, on traite que le point de droit. Et on transforme un peu la situation pour qu'elle rentre dans ce point de droit et qu'on gagne sur l'autre. Alors qu'en médiation, on va purger ce qui n'a pas été compris,
ce que chaque personne a besoin de dire à l'autre, parce qu'elle en a gros sur le cœur, parce qu'elle a énormément de rancœur. Tout ça, en droit, on ne peut pas le faire. Le juge ne peut pas imposer, par exemple, à un employeur de dire au salarié qu'il a fait du très bon travail. Alors que le salarié, c'est pas forcément que de l'argent dont il a besoin, c'est une forme de reconnaissance, l'argent, mais il a aussi vraiment besoin de l'entendre. Par exemple, hein, c'est un exemple. Oui. Voilà. Et justement, on avait souligné le fait de cette confusion entre procédure, processus, entre justice et justesse. Et tout ce travail, quand tu parles de dénouer l'origine, en fait, la source même du conflit, ça m'a vraiment interpellée et trouvé très intéressant. Et c'est là qu'il y a un effort volontaire de la personne d'aller chercher ce qui est sous-jacent aux besoins et aux stratégies d'atteindre ces besoins qui ne sont pas du tout les mêmes dans des situations de conflit où l'altérité, justement, n'est pas reconnue. Et ça m'a interpellée quand tu as dit que 80% du travail de médiation était là, bien plus que l'objectif à atteindre. C'est ça, la plupart de nos réflexes, c'est d'aller trouver une solution directement à tout problème. Ah, il y a un problème, on va trouver une solution. Sauf qu'on n'a pas identifié le problème. Comment veux-tu trouver une solution si tu n'as pas fait la clarté sur le problème? Pourquoi le problème en est arrivé là? Comment on a pu en arriver là? Si c'est pas clair, il y a 10 000 solutions qui peuvent correspondre. Donc, il vaut mieux éclaircir. Et tout le travail de médiation, les 80% du processus, c'est faire la clarté. À partir du moment où c'est très clair, tu sais quel chemin prendre. À partir du moment où c'est pas clair, tu vas te cogner contre tous les murs du problème. Donc, il faut vraiment faire la clarté là-dessus. Ouais. Et la clarté sur la situation, sur quelles ont été tes interprétations, qu'est-ce que tu as réellement entendu, qu'est-ce que tu as réellement compris. Voilà, et comprendre aussi, pas que ta situation, mais la situation de l'autre. Parce que la plupart du temps, tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et dire, ah non, mais pour moi, il n'y a pas de problème, alors que pour l'autre, il y a un problème, c'est de nier cette autre personne. Et ça c'est une attitude assez violente. Ah oui, puis c'est un blocage complet justement de cette relation, de ce tissage d'une hormone de confiance dont Michel Guillaume parle. Je trouve qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une période internationale ou même nationale. On n'a plus confiance dans nos institutions, on n'a plus confiance dans l'autre. Et ça aussi, ça crée des mécanismes. Tu parlais de mécanismes de violence éducative intégrés, ordinaires, de nos fonctionnements de jugement qui sont instaurés justement dans une éducation, je ne sais pas si c'est millénaire, en tout cas, ça fait un certain temps qu'on fonctionne avec ça. Et donc, cette nouvelle proposition de relation à soi et à l'autre, c'est quand même assez nouveau, je pense, dans l'urgence mondiale que l'on vit, parce qu'on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau sur cette planète qui est confrontée à énormément de défis et ça s'empire. On vit dans beaucoup de peur aussi. Donc cette confiance, tisser ces liens, de dire qu'ensemble, faire ensemble, passer du jeu au nous, c'est-à-dire qu'effectivement, si on reste que sur son point de vue personnel, son besoin personnel, sans voir le besoin d'autrui, on n'y arrivera pas. Et Tout à fait, la notion de confiance est très importante et c'est plutôt un sentiment de... volontaire. Ah, excuse-moi, j'ai cru que je t'avais coupé. Oui, je sais pas. Je voulais juste dire que ça paraît une évidence du coup de passer par cette pacification individuelle qui est volontaire pour déjà ne pas rentrer dans cette violence ordinaire qui s'est beaucoup banalisée depuis 5, 6, 7 ans en France. On voit la violence policière, la violence des gilets jaunes, la violence à plein de niveaux. Même dans notre quotidien, enfin, moi je le constate, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'impuissance. Et on peut être aspiré par ça. Oui,
Je pense qu'on a du mal à se mettre en lien avec l'autre, à se relier à l'autre, parce qu'on a peut-être l'impression que sa différence va à l'encontre de nos aspirations personnelles. Or, le fait de se relier aux autres, c'est une capacité qui va favoriser de vivre ensemble. Et se relier aux autres, ce n'est possible que si on a confiance en soi d'abord et en l'autre aussi. Et c'est vraiment tout ce travail de la confiance qui est importante. Et une fois qu'on aura confiance en soi et en l'autre, la plupart des gens qui n'ont pas confiance en eux commencent à aboyer sur l'autre, à vouloir être un peu ce petit roquet. Et ça arrive à tout le monde, hein, moi la première. Hein, mais là, il faut vraiment travailler cette confiance en soi. À partir du moment où on sait qui on est, comment on fonctionne, les capacités qu'on a, et on est riche de capacités, vraiment très riche de capacités chacun. On n'a pas de raison d'avoir peur de l'autre, on n'a pas de raison de craindre telle manière de fonctionner, on n'a pas de raison de s'opposer les uns aux autres. On comprend que ça peut être vachement plus enrichissant d'aller dialoguer avec l'autre et d'aller s'enrichir les uns les autres et de voir comment on peut fonctionner tous ensemble. Effectivement, tu l'as dit, on est sur le même bateau. Et si le bateau coule, ça sert à rien de s'entreter pour savoir qui a fait le trou le plus gros. Ou c'est ridicule. On est sur le même bateau, on est en train de couler. Pourquoi pas s'entraider, quoi. Et cette culture de la coopération, elle est intéressante quand on a commencé à comprendre et à se relier grâce à un sentiment d'appartenance, à un sentiment de cohésion de groupe. Et cette cohésion de groupe, ça passe aussi par la confiance et la relation qu'on est capable de créer avec les autres. Donc, moi, le premier point, c'est apprendre à se relier aux autres. Et apprendre à se relier aux autres, c'est travailler sur ce mécanisme relationnel. Et ce mécanisme relationnel, c'est la médiation. Voilà. Se relier aux autres, ça va être la première étape qui va pouvoir permettre de faire former cette boucle jusqu'au vivre ensemble. On a du chemin, mais c'est possible. Oui, et justement, en parlant du bateau, on avait parlé dans les étapes de la médiation. Tu avais pris cette image très intéressante du paquebot quand on arrive. Et du coup, comment les étapes de médiation se passent pour toi dans cette idée qu'on rentre sur le paquebot? Alors, la médiation, ça passe très souvent par un processus qui va faire de la clarté. Donc, la clarté sur quoi? Et c'est comme, quand je te l'ai dit, hein, c'est comme quand tu pars en croisière, par exemple, et que tu montes sur ton paquebot, il faut que tu sois d'accord sur la destination. Sinon, tu montes pas. Enfin, même quand tu prends l'avion, j'aime pas trop l'avion, mais il faut que tu connaisses ta destination. Sinon, tu montes pas dans la voiture, c'est pareil. Tu montes pas si tu connais pas. Sur ton vélo, tu montes pas si tu connais pas la destination. Imagine, tu es en tandem avec l'autre. Si vous n'êtes pas d'accord sur la destination, ça va pas marcher. Donc déjà, faire la clarté sur la destination. Ensuite, tu vas chercher à comprendre comment ça a fonctionné. Quelle est ta place déjà dans un groupe? C'est très important. La médiation au niveau d'un groupe, c'est je vais commencer à trouver ma place. Tu rentres sur le paquebot, bon, tu sais la compagnie que tu as choisie, pourquoi tu l'as choisie, tu connais la destination, mais les premiers réflexes, c'est où est ma chambre et comment ça fonctionne et à quelle heure sont les repas et qu'est-ce qu'on va sortir et tiens, où est la piscine si on a une. Enfin, j'ai jamais pris de bateau de croisière de ma vie, mais j'imagine où est la salle de casino. Tu vois, j'ai des rêves genre Titanic, mais voilà, c'est ça, c'est avoir une clarté sur le fonctionnement, avoir une clarté sur quelle est ma place, avoir une clarté sur comment fonctionne et où on va. Et ça, c'est très important. Si dans le groupe, il n'y a pas de clarté sur l'objectif du groupe, comment voulez-vous avancer? C'est pas Oui, possible. souvent, on travaille à partir d'une charte déjà commune où il y a une signature. On s'engage dans notre collectif du vivre ensemble. Il y a une charte avec des valeurs. Donc déjà, rien que de s'inscrire, ça met déjà un pied dans une orientation que porte l'ONU. D'ailleurs, à cette parenthèse que je fais sur cette journée qui a mis beaucoup de temps à être votée par 193 pays membres, donc c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'ONU, ont signé cette charte pour la célébration du vivre ensemble en paix. C'était un parcours de 4 ans de travail par le fondateur, le Cheikh Bentounes. Et dans tout ce processus, maintenant, il y a l'action qui nous est demandée, comment la célébrer. On peut le faire à plein de niveaux. Et j'ai perdu le fil pour accoucher donc
là aussi, on a été dans un processus. Et pour moi, aujourd'hui, à découvrir avec toi la médiation, je trouve que l'ONU est pour moi une institution qui représente ce tiers extérieur, médiateur, qui n'est pas gouvernemental, qui n'est pas politique, mais qui a pour objectif des relations pacifiées entre les pays, de la coopération, de mieux, voilà, d'intervenir dans les zones de conflit mais toujours en restant assez impartial. Donc, il y a une institution qui peut la représenter, mais cette institution, elle sera vivante que par des gens qui sont porteurs de cette action. Et je me souviens que dans notre entretien, à partir de là, une fois qu'on a identifié les zones de blocage qui prennent beaucoup de temps, qu'il y a une reconnaissance commune, on a parlé des chapeaux de méthodes. Oui, voilà. Et que tu me disais que c'était vraiment une étape de passage à l'action qui ne peut être mise en place que si le travail de médiation a été fait en amont. Tu peux m'expliquer pourquoi ? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu n'as pas compris et que tu n'as pas fait la clarté sur tout le problème et en fait et comment ce problème est arrivé et quels ont été tes besoins que tu voulais satisfaire et pourquoi tu as utilisé cette stratégie et que finalement l'autre avait très certainement les mêmes besoins sauf qu'il a utilisé une autre stratégie, on va trouver sur toute la première partie du processus les points communs en fait entre les personnes ou les besoins à satisfaire et ensuite on va pouvoir à partir de là trouver les solutions qui vont satisfaire ces besoins ou voilà et qui sont acceptables pour les deux et très souvent on a exactement les mêmes besoins donc on accepte très facilement de reconnaître l'autre et que l'autre satisfasse ses besoins, c'est tout à fait naturel, si on l'accepte pour nous on l'accepte très souvent pour les autres aussi. Et donc, effectivement, la recherche de solutions avec l'outil des chapeaux de Bono, ça peut être un outil qui permet voilà, un peu plus de créativité dans la recherche de solutions. Ouais. Par exemple, avec le chapeau vert, qui est le chapeau de la créativité, on peut imaginer énormément de solutions à la problématique qu'on rencontre ou aux problématiques qu'on rencontre. Et même les choses les plus inimaginable. C'est justement en partant de quelque chose carrément irréel qu'après on peut l'adapter au réel. Et ensuite, on va pouvoir mettre le chapeau blanc de la réalité ou le chapeau noir de la critique pour dire est-ce que c'est applicable ou est-ce que c'est pas applicable la solution. Parce que ça sert à rien de créer une solution qui est un peu bisounours, même si j'aime bien ce terme, mais il faut qu'elle soit applicable et durable. Et dans ces cas-là, on va se rendre compte que le chapeau noir, qui est le chapeau de la critique, n'est pas quelque chose de forcément mauvais. Dans un groupe, la personne qui critique, par exemple, n'est pas forcément mauvaise. C'est un élément important à prendre en compte parce que ça peut être un élément qui peut être un frein après sur l'application d'une solution. Donc, voilà, c'est une autre manière de voir. Oui, du coup, on fait vraiment, comme tu dis, cette coopération. On n'est pas en lutte avec quoi que ce soit. Il y a une approche très inclusive. Et du coup, on fait avec l'existant des personnes, leur place, leur vision. Et d'ailleurs, je pense qu'au sein de plusieurs groupes, il y a des coopérations qui sont plus évidentes que d'autres, un peu comme dans un écosystème. Moi qui fais de la permaculture, je vois bien qu'il y a des éléments qui se favorisent l'un à l'autre et d'autres qui ne sont pas forcément compatibles, mais qui ont d'autres… Mais qu'on leur rôle à jouer. Qu'on leur rôle à jouer et qui peuvent être, s'ils ne sont pas à leur bonne place dans les éléments d'un système, vont le freiner. La nature n'a pas de déchets à proprement parler, elle s'organise et si on la laisse faire, en fait, c'est elle qui nous enseigne comment avancer quand on est dans une posture comme un enfant. On parlait de ça aussi dans la médiation, c'est que on a perdu cette innocence où, bon, c'est une grande qualité, mais ça mérite. Je sais que l'innocence, ce mot-là, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, mais ce regard d'enfant qui découvre l'autre, cette curiosité qu'on a perdue à aller découvrir ce qu'est l'autre. Et je pense que les enfants, comme tu me l'as expliqué, le font beaucoup plus naturellement
sans avoir de préjugés ou d'étiquettes collées sur une personne qu'il rencontre. C'est ça, l'enfant a une ouverture à l'autre qui est beaucoup plus grande que nous, adultes, tout simplement parce que notre cerveau s'habitue à chaque situation qu'on vit, à mettre une étiquette dessus, à le catégoriser. On reçoit énormément d'informations dans notre cerveau, c'est plus facile pour lui de mettre des catégories. Et hop. Et après, quand on revit quelque chose ou quand on va vivre quelque chose, il se souvient de la catégorie dans laquelle il l'a classé et direct, ça réapparaît, bon, mauvais, enfin, ça c'est un peu binaire, mais voilà. Et alors que l'enfant n'a pas encore toutes ces expériences de vie et donc il est beaucoup plus ouvert à quelque chose de nouveau et que nous, on l'est beaucoup moins. Et donc, c'est se réapprendre, nous, à avoir cette ouverture à l'autre avec beaucoup plus de curiosité, d'envie de découvrir l'autre et pas de curiosité malsaine à aller inspecter, mais vraiment de oh là là, cet autre est différent, chouette. Voilà, je vais pouvoir découvrir encore un autre univers. C'est vraiment ça. Et je pense que justement, quand il y a la reformulation d'un besoin face à une situation de blocage par le médiateur, ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand l'autre va dans sa vulnérabilité, dans sa zone blessée, qu'elle peut être déposée et venir toucher le cœur, en fait, de cet ennemi dans son altérité, là, on peut peut-être se pacifier et dire finalement cette personne a mal ou cette personne ne désire pas de destruction autour d'elle, mais plutôt elle cherche de manière très maladroite cette coopération. C'est ça que tu constates souvent? Elle cherche la satisfaction de son besoin personnel. Et c'est pas, elle recherche pas à faire du mal à l'autre. C'est d'abord se satisfaire elle-même et apaiser sa souffrance. C'est une personne qui souffre, une personne qui dans son rapport, on ne fait jamais les choses pour faire mal à l'autre. C'est jamais ça. On se fait d'abord pour se faire du bien à soi. Et malheureusement, se rendre compte qu'on fait du mal à l'autre, on est capable de s'en rendre compte quand le médiateur, effectivement, a cette manière de reformuler. La reformulation, c'est très puissant. C'est un outil très puissant quand on a la bonne intention derrière. C'est-à-dire que ça va permettre à la personne d'entendre ce qu'elle a dit et de réaliser ce qu'elle a dit, parce que la plupart du temps, quand une personne nous reformule, on se dit ah ben non, en fait, c'est pas du tout ça que je voulais dire, parce qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on dit réellement, il y a un énorme écart. Ça va nous permettre de réaliser, de faire un cheminement sur effectivement j'ai dit ça mais c'était pas vraiment ça, de pouvoir modifier un petit peu puis d'évoluer dans sa pensée. Ça c'est à titre personnel. Et puis l'autre personne, ça va lui permettre d'entendre ce que dit l'autre. Parce que quand tu es en conflit entre deux personnes, il y a un mur qui les sépare. Et elles peuvent parler des deux côtés, mais il y a le mur. Elles peuvent pas s'entendre, en fait. Elles peuvent répéter 1000 fois la même chose, elles vont pas s'entendre. Mais quand ça va passer par un tiers, le médiateur, ça va permettre de contourner le mur. Et petit à petit, ça va permettre de faire descendre le mur, parce que les gens vont comprendre. Et tout le travail du médiateur, ça va être là, de faire descendre les gens de leur cerveau vers leur cœur. Et c'est vers le cœur qu'on se relie. Et à partir du moment où on va commencer à aborder les émotions et les ressentis, c'est là où on va pouvoir se relier humainement l'un à l'autre. Alors que tant qu'on reste dans le cerveau, c'est difficile. Donc effectivement, ça me refait écho à ce qu'on disait, c'est que le médiateur, il est multicasquette en fait dans ses compétences. Je te demandais si tu avais besoin de psychologie pour ça ou effectivement tu m'as parlé des neurosciences pour pouvoir savoir comment fonctionnent ces blocages finalement, parce que c'est pas de la psychologie non plus. C'est pas de la thérapie en fait, c'est ça surtout. Mm. Ça, c'est, on peut avoir plusieurs outils dans plusieurs domaines, mais c'est être humain. Être médiateur, c'est être humain. Et donc sentir l'humanité, sentir et faire rejaillir de l'autre son humanité et des deux autres leur humanité pour qu'ils puissent se relier. C'est uniquement ça. À partir du moment où tu te sais humain, tu peux faire de la médiation. Et je regarde aussi dans mes dernières questions par rapport à l'aboutissement d'une médiation. Est-ce qu'il y a une médiation réussie? Est-ce qu'il y a de médiation pas réussie? Parce qu'on a vu qu'en fait, le médiateur n'a pas d'objectif particulier. Ça, c'est aussi un grand avantage de quitter les attentes
qui laisse aussi beaucoup de place, je trouve, à la liberté de chacun de rester aussi dans sa posture, euh, par exemple, de conflit. Parce que je pense que la paix dont on parle n'est pas une absence de conflit, c'est un état d'être. Euh, j'ai vu parfois des personnes dire bah non, moi ça ne me convient pas, et ils sont OK avec ça, ils se sentent en paix, même s'il n'y a pas de résolution de problème. Et, et, et si on arrive à ne pas juger cet état de fait, on peut peut-être être aussi plus pacifié avec cette altérité qui choisit une toute autre posture de ce qu'on aimerait attendre dans le lien à l'autre. Je ne sais pas si C'est je me vrai. fais pas. Si je comprends bien, tu me diras si tu veux que je complète, mais la médiation, c'est être en paix avec le conflit. C'est-à-dire que le conflit, c'est pas une mauvaise chose. Le conflit, c'est réajuster une situation. C'est faire la clarté sur l'autre, c'est comprendre l'autre. Donc c'est pas mauvais, c'est pas grave. C'est parce qu'on en a une image qui est mauvaise qu'on en a peur. C'est parce qu'on a peur de souffrir qu'on en a peur et qu'on n'ose pas y aller. Mais à partir du moment où on comprend et qu'on vit un processus de médiation, on se rend compte que ça peut être un processus très enrichissant, très apprenant et qui n'est pas du tout violent et dans lequel on ne souffre pas. Donc il faut dépasser en fait cette image négative qu'on a du conflit et tous nos réflexes liés au conflit, c'est-à-dire le fuir, écraser l'autre, le nier, et plutôt choisir l'autre clé qui est la coopération et se dire ok, je prends mon courage à deux mains et j'y vais parce que j'ai envie d'apprendre, parce que j'ai envie de comprendre, parce que j'ai envie d'une paix durable. Et à partir du moment où on comprend l'autre et on se rend compte que c'est plutôt nos interprétations et aussi notre manière de fonctionner qui peut engendrer ces situations de blocage, on peut réajuster et avoir une relation beaucoup plus apaisée pour l'avenir. Donc c'est apprendre en fait, c'est juste apprendre, c'est apprendre comment je fonctionne avec l'autre et s'améliorer à chaque fois dans notre manière d'être à l'autre. D'accord. Merci beaucoup, Margot. Donc, moi, je voudrais vraiment te remercier de cette simplicité qu'on a eue à rentrer en contact et à Pareil. essayer de créer cette rencontre, parce que, en fait, l'idée de départ, il faut le dire à nos auditeurs, c'était d'organiser une formation ou un stage avec un week-end d'initiation à la médiation. Puis il y a eu le Covid, c'était difficile de trouver des salles, des lieux. Après, on a pensé à cette vidéo sur Zoom avec une interaction avec le public pour inviter. Donc ça peut être un deuxième temps, maintenant on a cette vidéo à vous présenter à tous qui nous écoutez. On sera très heureuse, si vous le souhaitez, de faire une rencontre avec vos propres questions pour Margot et éventuellement d'organiser avec vous des rencontres, soit sur Zoom, soit si on a la possibilité de trouver des lieux dans les conditions nécessaires aux barrières sanitaires, de vivre cette expérience. Alors, ça peut être à échelle individuelle, à échelle de collectif, à échelle comment dire, d'une société, d'un entrepreneuriat, de n'importe quel projet qui nécessite. Tu me diras hein, si c'est comme ça que tu vois les choses, Margot. Oui, oui, bien sûr, je te suis entièrement là-dessus, c'est parfait. Tu Et retranscris presque mes mots en pensée, donc, enfin mes pensées en mots, c'est parfait. bah, formidable. Du coup, est-ce qu'on peut donner toutes les deux nos coordonnées pour que les gens nous contactent suite à cette écoute? Bien, Je sais pas. Est-ce qu'on le met je maîtrise pas bien, mais si on le met dans la conversation, est-ce que tout le monde va le voir? je suis pas sûre que le pas de converser soit pas dans l'enregistrement, mais sinon on le mettra sous les vidéos. Et moi, je veux bien donner mon adresse mail qui est MVP, donc c'est mes initiales, Margot Vaspinto, MVP médiation, la médiation, @posteo.org. D'accord. Alors moi, c'est Lisambre, Lisambre, @gmail.com. Donc là, c'est en tant que citoyenne, hein, c'est mon mail personnel.
Et donc, j'ai la casquette de la présidente de l'association Éveil Essence, si on veut organiser une rencontre en présentiel, et la casquette de coordinatrice du collectif de la Journée internationale du vivre ensemble, le collectif de Caen Normandie, où on peut aussi collaborer avec tous les autres collectifs avec qui aujourd'hui Aïssa ONG œuvre pour promouvoir ce vivre ensemble. Et je pense que nos amis coordinateurs des JVEP seront très heureux de pouvoir rencontrer cet outil ensemble. Enfin, je l'espère, tout du moins. Et donc, j'ai rien d'autre qu'à te remercier. Merci à toi aussi. Et puis te dire à bientôt. Puis à vous tous aussi, en espérant que cette vidéo vous a plu, tout comme moi, où j'ai vraiment... il s'est passé des choses depuis qu'on échange avec Margot et j'ai pacifié certaines choses à découvrir ce que c'est que la posture de médiation. Donc, c'est déjà une petite graine de planter. Ouais, chouette, ça me fait plaisir. Et moi aussi, avec cette rencontre, à chaque fois, j'apprends et je me nourris des gens que je rencontre et il n'y a pas de hasard, je pense, si je t'ai rencontré, Salima. Donc, un grand plaisir pour moi aussi. Entendu. À très À bientôt. très bientôt.